traqué. Je suis traqué. Je n'en reviens pas. Jamais de ma vie j'aurais imaginé que cela puisse m'arriver un jour. Olivier, j'ai oublié mon téléphone chez moi et je ne peux pas t'envoyer de SMS. Et toi, tu es au secret. C'est sûr que tu es au secret, mais je ne sais pas où ni pourquoi. J'ai décidé de continuer à écrire. Je garderai ces écrits sur moi, on ne sait jamais, pour prouver au jour le jour mon innocence et dire que je ne comprends rien à cette situation. Euh, il faut que j'écrive. J'ai trouvé au pied d'une poubelle un cahier à spirale qui devait appartenir à un enfant. J'ai déchiré des pages et j'écrirai en tout petits caractères. Voilà. Mais je ne sais pas où aller. Mes amis, ma famille et même Annie, je ne veux pas qu'ils soient mêlés à cette affaire. Alors je me suis dit qu'il fallait me faire oublier et me réfugier dans un endroit calme, loin des turbulences parisiennes. Bon, il se trouve que j'habite près de la gare d'Austerlitz, alors j'ai laissé mes pas m'y porter, ignorant tout de ce que j'allais y faire. Et puis voilà, la décision s'est prise toute seule. Un train partait pour Châteauroux, en partant de la gare d'Austerlitz, et Châteauroux, c'est pas loin de la Brenne, où j'ai tous mes souvenirs d'enfance, de pêche dans les étangs de la région très isolée du monde. Je vais me réfugier là-bas, voilà. J'ai attendu une demi-heure, et je suis monté dans le train, sans payer. Je me suis assis, personne à côté de moi, et je me suis abandonné à mes idées noires et troublées. Il y avait beaucoup de monde dans le train. C'est curieux pour un jour de semaine en milieu de matinée. Mon genou me fait toujours mal et j'espère que c'est pas grave. J'ai aucune expérience de ce genre de situation et j'ai commencé à me poser des questions sur ma santé psychique. Est-ce que j'étais devenu parano? Étais-je vraiment recherché? Ou est-ce que je montais une histoire rocambolesque en raison de mon esprit chahuté et tourmenté, notamment par les 3 années d'angoisse, n'arrivant pas à trouver de travail? En fait, j'étais terrifié à l'idée que je devenais fou. Je parle à personne. Le simple fait de plus oser parler à quiconque m'isolait totalement de la réalité universelle et m'entraînait dans des méditations encore plus torturées. Je comprends maintenant pourquoi les SDF ne peuvent pas sortir de leurs conditions. Ils s'enlisent dans leur solitude muette et perdent vite pied. Impossible dès lors de retrouver un quelconque boulot, un quelconque secours d'une âme bienveillante. Je pense qu'on peut même devenir violent. En tout cas, si je m'en sors de cette histoire, je promets d'aider un paumé, car maintenant je devine ce qu'est la solitude désespoir. Bon, je me décide de me reprendre en main et de ne plus me laisser aller à ces idées noires. Il me faut une stratégie, il me faut une direction, il me faut un sens. Je dois me forger une nouvelle colonne vertébrale, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de solide, construit, en mouvement positif. En mouvement. Euh, mais pas de chance, un contrôleur passe, me réveille de ma rêverie et m'oblige à bredouiller de mauvaises raisons d'avoir oublié mon billet chez moi, comme je lui avais pourtant dit. Bon, j'en suis pour mes frais et assèche le peu de trésorerie qui me reste. 3 heures après, Châteauroux est là. Avec la trouille de me faire localiser par la police, je sais pas, je deviens dingue, c'est sûr. Je tire tout ce que je peux à un distributeur de billets. Ouf, ça marche. De sentir ces quelques billets de 100 € dans la poche me redonne une pleine confiance. En fait, mon aventure, là, il faut que je l'intègre dans toute ma tête comme un départ en vacances. Voilà. Alors du coup, je m'oblige à fredonner douce France avec les accents tellement optimistes de Charles Trenet. C'est ridicule, mais j'ai besoin de ça. Et puis, je cherche le bus, pas loin de la gare, qui me conduira à Saint-Gautier, tout près de la Brenne. Je regarde ma montre, il est midi, à quelques minutes près. J'attends,
Et puis, je monte dans le bus. Je suis parti. Le bus roule dans un dodelinement paresseux. Entre la gare d'Austerlitz et la sortie de Châteauroux, j'ai vu au moins 3 scènes suspectes à différents arrêts du train, 3 scènes suspectes où des policiers, je ne sais plus si je dois dire policiers ou la milice, ont semblé arrêter des passants, provoquant des attroupements, car d'autres passants se sont joints au groupe. Je ne sais pas, il doit vraiment se passer quelque chose en France, quelque chose que j'ignore en tout cas. Dès que je peux, je m'arrêterai dans un bistrot et je lirai les journaux. En attendant, je suis ballotté dans le bus. Des enfants dans le bus chahutent gaiement, donnent le la à cette vie nouvelle qui débute pour moi. Et voilà, nous arrivons à Saint-Gautier. Saint-Gautier. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les rues sont sans attrait, les magasins défraîchis, et on ne voit que peu de monde, des vieux surtout dans la ville. Je descends du bus et me dirige vers un café. Mon genou semble s'habituer à cette douleur sourde qui ponctue chaque minute de mon périple. Dans le café, que des vieux. La télé est bien en place et hurle pour que chacun entende, même ceux qui sont un peu sourds. Moi, on ne m'a pas vu arriver. Je m'assieds, je ne bouge plus, et voilà ce que dit la télé en boucle. Très nombreux incidents à Paris, arrestations en masse. Assemblée nationale investie par des manifestants, plein de blessés dans les hôpitaux, l'éventualité, comme aux USA, de mettre en œuvre une espèce d'impeachment, c'est-à-dire une destitution du président. Les vieux autour de moi sont figés comme des statues de cire. Même le patron derrière le bar est comme hypnotisé par la télévision. Cette fois, c'est sûr, il se passe quelque chose de grave, quelque chose que j'ignore. Je regarde un journal, La Nouvelle République, qui traîne à côté de moi. En gros titre, La Révolution, avec un point d'interrogation. Il faut dire qu'on sentait venir ça depuis longtemps. Tout d'abord, le chômage. Le quart des jeunes en France sont au chômage. Le quart des jeunes est au chômage et on s'oriente vers 30%. Et même ceux qui travaillent savent que c'est pour des durées très courtes. La jeunesse ne vit pas, elle survit. Elle se sent délaissée, abandonnée, sans avenir. Les boulots proposés sont précaires et souvent sous-qualifiés. Que voulez-vous faire dans cette situation ? Quand on est jeune, on plie les chines, on souffre et puis un jour on n'en peut plus. À trop parler avec les uns et les autres sans que rien ne change, on se dit que ça ne peut plus durer et on décide quoi ? On décide de tout casser. Et que dire des moins jeunes ? En France, on est considéré comme des vieux après 40 ans. C'est la catastrophe. Si on perd son boulot à cet âge-là, comment payer les charges ? Comment payer les charges d'une famille ? Comment, en plein essor, comment payer le loyer, les enfants, la santé, les projets, les vacances ? C'est l'angoisse totale. Comment s'en sortir ? Alors les couples font le dos rond, la honte de tout dire à ses proches. On ne va pas manifester, non. Trop de choses à faire entre la recherche d'un nouveau boulot, la maison, les enfants, et puis porter beau, malgré tout. On ne se révolte pas, on se résigne, on étouffe sans bruit. Et puis alors, l'autre catégorie, c'est les millions qui sont déjà dans la misère, les migrants récents, les jeunes de banlieue, les abandonnés de toutes sortes. Eux aussi, ils vont tout casser, c'est sûr. Révolution. J'entends tout d'un coup, vous voulez quoi ? Le patron que je n'avais pas vu venir est penché sur moi. Sans réfléchir, j'avais envie de répondre comme dans le poème de Victor Hugo, de la poudre et des balles. Je bredouille un Ricard. L'alcool sera un bon acolyte dans ma situation. Il ne me répond pas et va chercher le Ricard. À la télévision, on raconte que les autres pays ne comprennent pas et se bornent à constater. Bon sang, ils le savent pourtant, les autres pays, que l'ancienne 5e puissance mondiale, c'est-à-dire nous, est surchargée de dettes,
que le système français est englué dans des systèmes politiques bloqués et bloquants, et que la vieille Europe, c'est bien nous. Comment rétablir la situation? Les patrons d'entreprise ne se sentent pas aimés et souvent même conspués, et ça depuis 50 ans. Le politiquement correct bloque toute initiative et tout courage. On ne veut plus affronter l'inexorable montée de l'immigration, l'échec de l'intégration, la montée compréhensible d'un islam intolérant, nourri d'un sentiment anti-français, et ce chômage qui ne cesse d'augmenter. Que faut-il faire? Augmenter les impôts? C'est impossible, ils sont déjà tellement élevés. C'est nous qui payons le plus d'impôts en Europe, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Forcer les entreprises à recruter? Impossible. Tout est bloqué. Changer de système, voilà. Changer de système, il faut changer de système. Mais pourquoi et comment? On ne sait pas et on est tous morts de peur, quoi. Ça m'énerve ce que je dis. Et cette espèce de brûlot contre la société, j'y suis pour rien dans tout ça. J'y peux rien de rien pouvoir changer. Bon. En attendant, je dois me mettre au vert pendant quelque temps, me faire oublier, et puis revenir chez moi quand ils, je ne sais pas qui c'est ils, se seront rendus compte que je suis totalement innocent de tout ce capharnaüm social. C'est vraiment fou que des flics soient venus avec autant de violence dans mon appartement. J'ai siroté mon Ricard et feuilleté la Nouvelle République. Avant-dernière page. Fondamental pour moi, ce sont les horaires de bus qui desservent la Brenne. À 17h, un bus part de Saint-Gautier et passe par Méaubec. Je prendrai celui-là. Ça recommence à blablater entre les vieux. J'ai l'impression de passer totalement inaperçu au milieu de ce café, au milieu de la France, finalement au milieu de nulle part. Et puis, je prends conscience qu'il faut que je donne de mes nouvelles, aux miens, mes parents, mes amis. Comment faire pour ne pas attirer l'attention de ce que j'appelle la milice? Comment faire pour ne pas me faire géolocaliser? Au moment de payer mon Ricard, je demande au patron si je peux téléphoner d'ici, m'excusant d'avoir oublié mon téléphone chez moi. Il me fait signe que oui et me montre un téléphone derrière le comptoir. Je téléphone à ma mère. Elle est paniquée par les événements. J'essaie de la rassurer et je l'informe de vacances que j'ai décidé de prendre dans le sud de la France, puis en Espagne pendant 1 ou 2 mois. « Tu es avec ton ami ?» me demande-t-elle, ignorant ma séparation d'avec Annie. Pour simplifier, je lui réponds que oui, mais que j'ai oublié de prévenir 2-3 personnes de mon départ et qu'ayant laissé mon téléphone à Paris, je serais trop content qu'elle les prévienne à ma place. Elle râle un peu, mais finit par accepter et revient sur les événements. « Tu crois que c'est grave tout ce qui se passe ?» Je la rassure. Mais non. Tous les pays d'Europe connaissent des difficultés. Et la France a sa part, c'est tout. Ah, au fait, maman, le printemps et même le début d'été est déjà bien avancé. Il ne faut pas oublier de déconnecter totalement la chaudière chez toi, sinon elle continue de consommer de l'électricité. Voilà, je pense que rien de tel que de revenir à des choses très basiques, très pratiques pour faire oublier l'essentiel. Alors, elle me dit aussi, évidemment, tu n'as toujours pas trouvé de boulot. Je me crispe et lui réponds que, maman, évidemment, et de trop, je t'embrasse et je te rappellerai, mais pas tout de suite. Elle risque un dernier. Fais attention à toi, mon chéri, de pure forme maternelle, et je raccroche. Bon, prochaine étape, le bus de 17h. Je rêve, je m'assoupis, je deviens comme tout mou. Ma douleur au genou me donne l'impression que tout mon corps se concentre au quart de ma taille et me rappelle que je suis bien vivant, là, au milieu de ma vie. Et malgré cette douleur qui persiste, je savoure les minutes qui passent. Je n'avais pas pris de vacances depuis au moins 2 ans, pas d'argent. Et cette vie entre parenthèses qui s'ouvre, n'est pas pour me déplaire finalement. Par contre, oui, c'est vrai, pour les amoureuses, il faudra vraiment que j'attende. J'ai pas vu une seule nana potable depuis mon départ de Paris.
Enfin, peut-être pour moi, je suis nul de dire des choses pareilles. Il est vrai que j'avais l'esprit ailleurs. Mon esprit masculin revenait au galop, c'était, je crois, en fait, plutôt bon signe malgré tout. Comme j'avais un peu de temps, quelques minutes devant moi, quelques heures même, j'ai réfléchi à mon kit de survie. De quoi avais-je besoin? Quelles étaient les priorités? Décider sur ce qui relevait de l'indispensable, puis du bien-être, et même pourquoi pas du sublime. Après tout ce stress à vous briser corps et âme, bah, après tout ce stress, on peut essayer de se sauver dans l'extatique. Je souris. En premier lieu, l'indispensable, c'est manger, c'est survivre. Avec des sous en poche et la perspective des poissons dans l'étang, je n'avais pas de crainte pour le court terme. Ça, c'est la base de la pyramide, c'est manger. Au niveau juste supérieur, hein, l'indispensable, c'est d'avoir un toit. Or, au bord de l'étang, il y a une cabane où l'on dormait l'année dernière les nuits de pêche. Une cabane avec, dans un cagibi, des couvertures rangées dans une vieille malle. Et là aussi, je suis rassuré. Elles seront toujours là, c'est sûr. Au niveau encore supérieur de cette pyramide, celui du confortable. Il me fallait des éléments pour la cuisine, pour la toilette, un poste de radio, et puis quoi? Pas grand-chose de plus. J'avais déjà presque tout ça dans le cabanon. Le dernier étage de la pyramide, selon moi, est celui du bien-être, voire du sublime. Je me souviens alors de cette phrase de Camus: que serait ma pyramide, Seigneur, si elle ne montait vers toi? Ben, de cet étage tout en haut, je peux rien acheter ni prévoir. On verra ce que l'avenir offrira en fait. Je devais trouver absolument tous ces étages de la pyramide dans cette nouvelle expérience de vie, à refaire petit à petit un monde plein de rien et auquel je devais donner du sens. Finalement, toute ma stratégie ressemblait étrangement à cette pyramide de Maslow qui décrit les besoins de chaque être humain, des plus basiques aux plus spirituels. La sécurité, le santé, le bien-être, le bonheur, l'art, la foi, la ferveur. Et ça, quel que soit le pays, cette pyramide, elle est partout la même, quel que soit le pays, la culture, l'époque, l'âge. Qu'il manque un niveau de cette pyramide et l'être humain ne s'accomplit pas. En tout cas, de sécurité, on en avait de moins en moins à Paris. Il me reste 1 heure avant le départ du bus. 1 heure que je vais mettre à profit en achetant de la nourriture pour quelques jours, à budget très serré. Pain, beurre, jambon, saucisson, fromage, quelques pommes, lait, des œufs et autres babioles à grignoter. Tout ce qui peut tenir dans un gros et solide sac en plastique renforcé. Je quitte à pas discret le café, m'approvisionne dans une épicerie, selon ma liste. J'attends, je suis à l'arrêt du bus, je suis maintenant dans le bus, et qui est pratiquement vide. Et puis voilà, nous sommes partis, et le paysage défile déjà. La Brenne, un des déserts français très peu connu, très peu d'habitants au kilomètre carré, quelques fermes ici et là, et c'est tout. Et des villages disséminés. Un territoire oublié, un désert. Qui connaît les étangs de la Brenne? 3000 étangs au moins, dans un paysage de landes, d'ajoncs, de friches, de petits monticules éoliens, de champs secs et sans vraie culture où paissent de petits troupeaux endormis. Tout semble figé pour l'éternité plus un jour. Dans les musées, on voit plein de tableaux qui ressemblent à ça, des tableaux du 19e siècle, qui semblent montrer cette Brenne de toujours avec ses troupeaux comme immobilisés dans le temps. Ici, le tableau est vivant et devant moi. Et je me rappelle. Adolescent, j'avais lu un livre sur les derniers loups en France, chassés en Brenne, au début du XXe siècle. À cette époque, le territoire était tout simplement impénétrable. Il y avait des ronces partout. Y vivaient des êtres peu recommandables, loups y compris. Le vent souffle sur ce paysage plat et plein de bocages. Et voilà qu'apparaît un premier étang,
puis un deuxième, un grand, un troisième, un grand aussi. Ça y est, on est en plein milieu de la nature, la vraie, celle qui sent le vent dans les arbres, les ajoncs, le marécage, celle qui nous fait regarder ses canards, qui piaillent, jouent, se cachent, battent des ailes. La beauté de la nature en ce début d'été, offerte à pleine brassée en veux-tu en voilà, à ceux qui veulent bien regarder, écouter, sentir et ressentir. Cela vous remplit le corps de découvrir cette animalité, cette sensualité tout au fond de soi. Je revis. J'ouvre une petite fenêtre du bus, lancée à pleine vitesse, et l'air s'engouffre à gros bouillons. Ça sent bon. C'est un moment d'extase. Et je suis vraiment loin des paniques de Paris. Me sont alors revenues en mémoire des phrases que j'avais lues je ne sais où. Voilà les phrases. À mon sens, l'un des principes fondamentaux pour vivre bien et heureux est d'oblitérer le non important pour accentuer ce qui est important, et ainsi évacuer le chaos dans lequel nous vivons. L'absence d'encombrement procure de l'espace pour penser et sans doute même pour comprendre. Un mode de vie minimal a toujours procuré un sentiment de libération et donné la possibilité de se trouver en contact avec l'essence même de l'existence. Notre seule chance est donc le retour à la simplicité. Belle phrase. Eh bien moi j'y allais tout droit, à la simplicité. Il fallait soumettre à l'expérience ces jolies paroles, parce qu'après tout ce n'était que de jolies paroles. Nous approchons de Méobec. Méobec, un lieu dit où une centaine d'habitants, dont plein de vieux, sont venus cacher leur maigre retraite et autres fragilités. Le ciel s'étant assombri de gris, les maisons semblent s'entasser encore plus profondément dans le sol. Le vent souffle dans la rue principale où aucune voiture ne s'arrête. Le bus fait une courte halte, se débarrasse de moi et s'enfuit du village comme s'il en avait honte. Je connais bien le chemin jusqu'à l'étang. Rien n'a changé depuis l'année dernière. Rien n'a changé depuis des dizaines d'années. Tout vieillit si lentement comme un feu en fin de nuit qui consume ses dernières cendres. Tout s'affaissera bien un jour, mais dans tellement longtemps. L'éternité peut-être. Devant le magasin, épicerie, café, bar, restaurant, marchand de journaux, il fait tout à la fois, une première page de la Nouvelle République s'accroche, comme elle peut, malgré le vent, à un vieux panneau publicitaire. J'y lis des informations alarmantes qui datent pourtant de quelques jours seulement. À Paris, entre 100 et 200 000 manifestants ont défilé dans différents cortèges émaillés d'échauffourées. Les forces de l'ordre ont procédé à 124 interpellations et dénombrent 24 blessés, dont 5 en état d'urgence absolue. À Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, les autorités ont mis plusieurs heures à déloger des centaines de personnes qui refusaient de quitter les différents lieux de rassemblement. Des débordements se sont également produits en marge des manifestations à Nantes, à Rennes, à Toulon. Je continue mon chemin. Je ne m'arrête plus, je m'oriente vers un chemin de terre. Bon, moi, j'ai tiré mon épingle du jeu. Je ne veux pas être mêlé à une quelconque bataille de rue, à une quelconque échauffourée. En tout cas, ça va mal là-bas à Paris. Le chemin vers l'étang poudroie, des senteurs d'eau et d'aubépines me transportent. Je suis aussi léger que tous ces parfums. Je flotte comme une impression d'évanescence. Au bout de 2 kilomètres, l'étang. Enfin, enfin, y accéder à pied est un véritable bonheur. Je ralentis et m'arrête quelques instants, histoire de me remplir à plein poumon de cette plénitude qui me vivifie. Une phrase de Camus me revient en mémoire. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n'est pas si facile de devenir ce que l'on est, de retrouver sa mesure profonde. Je vis tellement tout ça. Pas un bruit alentour rappelant la société des hommes. Ici, la nature pleut
à gros bouillon de senteurs éparses, de vents frais et de cris d'oiseaux. Je passe devant la bonde, là où l'étang est le plus profond, 2 mètres tout au plus, et me dirige vers le cabanon que je distingue sous les hêtres. Là est la simplicité extrême. Tôle ondulée sur le toit, planches défraîchies en guise de mur, petites fenêtres avec petits carreaux. Le cabanon pourrait servir de modèle dans le conte des 3 petits cochons, poursuivis par le méchant loup. À côté de la porte, un tas de bûches, et voilà, c'est tout. Le décor est planté. Sous le 2e hêtre, un gros caillou, et sous le caillou, la clé du cabanon, placée là de toute éternité. Je reviens au cabanon, ferraille la clé dans la serrure rouillée, ça grince, ça résiste un peu, ça cède, et je peux rentrer. Odeur de vieille vieillerie à l'intérieur. 2 lits militaires bordent les 2 côtés du mur, perpendiculairement. Il y a également une table avec un banc de part et d'autre, une cuisinière, un lavabo, et c'est tout. C'est tout, mais c'est tout l'or du monde. Et j'ai pas besoin de plus, d'autant que nous avons l'électricité. Incroyable, dans ce coin aussi reculé, nous avons l'électricité. C'est si bon. Et dire que ce matin, des flics encerclaient mon appartement à Paris. Je suis vraiment bien loin de tout ça. J'ai laissé la porte ouverte, déposé mon sac et assis sur le banc, me suis souvenu que j'avais encore mal aux genoux et ben je me suis mis à pleurer. J'ai éclaté en sanglots comme pleurent les hommes, sèchement, rapidement. Et puis voilà, quelques minutes après, c'était fini. J'étais épuisé physiquement, nerveusement, moralement, j'étais vraiment épuisé. Alors, solution. D'un trait, j'ai bu tout un tube de lait concentré sucré. Des souvenirs d'adolescence ont rejailli dans ma mémoire, tandis que la crème délicieuse me glissait dans la gorge et me ragaillardissait. J'étais à nouveau plein de force. Une pomme pour conclure le pique-nique, et j'étais fin prêt pour tout ce qui m'était donné, la Brenne et son paradis. Je prends une couverture dans le coffre, m'en enveloppe les épaules et me dirige à pied vers la bonde. Assis sur le bord de l'étang, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes, et le petit monde de mes pieds se trouve dans l'eau. Cette eau, elle me semble chaude, douce, réconfortante. Mes épaules au chaud, mes pieds au chaud, les yeux tout pleins des écailles de soleil dans l'eau. Que le temps s'arrête. Tout cela est trop bien, trop bon.